problème eza pour na bato de manière peuple asakosilisango eza na médiate mpe kofingafinga respect ekoma archaïque na télé bêtise polémique eza se rajeunir d'unité ya congolais totie wapio ba chroniqueur to déshonoré. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Comment se présente la situation dans votre province du Kasaï? Bien, la province du Kasaï, à l'instar de toutes les autres provinces de la RDC, se porte bien, car nous vivons en paix et la population ne se plaint plus beaucoup, contrairement à la situation il y a 2 ans, où nous avons trouvé la province dans une situation assez difficile, délicate, la sortie de des événements douloureux que nous connaissons tous. Et aujourd'hui, nous pouvons, sans la crainte d'être contredits, dire que la paix revient au Kasaï et que la population vaque librement et même calmement à ses occupations. En dehors évidemment des poches de résistance, ça c'est des choses qui vont durer encore un peu de temps. Mais on peut considérer que la province a retrouvé la situation d'avant les événements des Kamouenan-Sapon. Quand vous dites que la situation va mieux, pourtant il y a aussi des cas de déplacés qui sont rapportés dans votre province. Oui, les déplacés sont liés à ces événements-là. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des déplacés, on parle de retournés. Ça veut dire qu'un processus à l'issue de la crise des déplacés s'est mis en place aujourd'hui. Si presque une quarantaine de milliers qui étaient dans le Koulou, aujourd'hui près de 30 000 sont revenus. On note également le retour de la convivialité communautaire qui manquait déjà entre les lougaphones et les autres communautés. Et on note à ce jour même un plan que nous sommes en train de mettre en place avec l'assistance des agences du système des Nations Unies, un plan de réinsertion communautaire, de retourner. Donc aujourd'hui, la tendance s'est inversée. S'il y a 2 ans, à notre arrivée, la tendance était extravertie, aujourd'hui la tendance de déplacer est intravertie. Ça veut dire que les gens sont en train de retourner. Et le retour est lié à la bonne nouvelle de la paix dans la province. Mais comment se passe la prise en charge en fait de ces retournés? Parce que finalement, selon les échos venant de là, notamment des acteurs de la société civile, il y a à boire et à manger dans la gestion de ces retournés. Bon, vous savez que si nous devons regarder les conditions que requiert le retour des déplacés, ni l'État au niveau central, ni la province n'auront les moyens de faire face très vite. Je n'ai pas dit que l'État était incapable. Les moyens seront limités. Nous essayons de faire avec les moyens de bord. Fort heureusement, nous avons une très forte assistance des agences du système des Nations Unies qui nous appuient là-dessus. Pas plus tard qu'il y a peu, en ce moment, nous sommes en train de mettre en place un plan de réinsertion des retournés qui consiste à leur attribuer des terrains et des espaces, non seulement pour leur permettre d'exploiter avec l'appui des agences du système des Nations Unies, mais également de résider, notamment dans des espaces où les sols, donc les terres, ont fait l'objet des conflits. Donc, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassade de Suède qui nous a apporté une assistance substantielle et même en cash qui permet aujourd'hui d'ailleurs au service de l'État de mettre à la disposition des retournés des terres pour leur permettre non seulement de vivre mais également d'exploiter. Mais pendant ce temps, vous faites quand même l'objet de plusieurs accusations de détournement de deniers publics. Qu'en est-il exactement des 2 millions de dollars que la province a obtenus auprès d'une brade pour l'achat de véhicules de députés provinciaux et la réhabilitation de la résidence des gouverneurs? Mais vous savez que c'est des bonnes guerres quand on est en politique. Malheureusement, il y a des gens qui estiment que leur meilleur moyen de faire la politique, c'est autant que je m'y mette. Mais
même le président Tshisekedi, on ne veut même pas lui donner même un jour pour essayer de réfléchir sur les solutions à apporter à la population congolaise aux problèmes qui les préoccupent. Donc moi je ne ferai pas l'exception, j'accepte ce genre de critique et il va de bon droit que je donne des réponses par rapport à la critique portée contre ma personne. Mais s'agissant de 2 millions de dollars, c'est une je ne sais pas si il faut définir ça comme un détournement ou quoi, mais nous sommes arrivés aux affaires avec les caisses vides. Il fallait donc mobiliser les ressources de la province pour arriver à donner des réponses conséquentes aux problèmes qui se posaient. Et donc, pour ça, nous avons recouru à des ressources intérieures, nous avons évalué nos ressources, et avec ces ressources, nous avons fait une proposition de plan qui est en train de se mettre en place en ce moment. Et ce plan consistait pour nous dans la construction d'un réseau, dans la réhabilitation du réseau routier intérieur de la province que nous avons appelé Corridor Nord, qui consiste à nettoyer toutes les routes existantes par des engins que nous devions acquérir avec les fonds que nous devions mobiliser. À ce jour, nous avons mobilisé 2 millions de dollars et avec ces 2 millions de dollars, nous avons acquis des engins. C'est de l'argent propre du gouvernement? Oui, c'est sur les recettes de la province. Et nous avons orienté cette recette, cet argent vers l'acquisition de matériel que nous avons pensé doter à une brigade qui devrait faire la réfection de routes intérieures de la province. Si ceci est une mauvaise politique, qu'on me le dise. Mais si cela est une bonne politique, donc nous avons sélectionné un fournisseur, le fournisseur qui a commencé même la livraison de matériel il n'y a pas très longtemps, que nous avons réceptionné à Lubumbashi un compacteur, plus un bulldozer, dans le cadre de l'exécution de ce projet. Il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la mise en place de la décision du président de la République de la suppression de toutes les barrières, nous avons doté la police nationale de différentes motos pour permettre de fonctionner efficacement. Nous avons doté notre direction provinciale de recettes des motos pour assurer leur mobilité. Nous avons doté la division provinciale de santé des motos pour permettre de lutter contre la pandémie qui est en cours. Tout ceci rentre dans le cadre du programme sur lequel nous avons engagé les 2 millions de dollars. Donc il n'était donc pas question de l'achat de véhicules pour les députés, de la réhabilitation de la résidence du gouvernement. C'est de la supercherie. Parler de véhicules des députés, non. S'agissant des véhicules pour députés, la province dote à l'Assemblée provinciale régulièrement et chaque mois des moyens. Dans le cadre de cette dotation, les députés ont souhaité que cette dotation serve pour acquérir les moyens de fonctionnement ou plus bien des véhicules en vue de financer leurs activités en vacances parlementaires. Et donc nous avons réfléchi, nous avons mis en place un plan, mais ce plan n'a pas réussi parce que les recettes de la province ne permettent pas encore de répondre à un crédit de cette hauteur. Voilà pourquoi la question des véhicules des députés ne se pose pas à ce jour. Mais c'est une question qui est en cours de réflexion, de manière à ce que si les recettes de la province le permettent, dans le cadre de la dotation du gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale, qu'on réfléchisse de quelle manière on peut permettre aux députés de circuler de manière digne. Et concernant la résidence du gouverneur? Aujourd'hui, la résidence du gouverneur, à votre arrivée ici, vous m'avez trouvé avec l'ingénieur qui est en train de travailler. Cette résidence est terminée à 95%. Et je ne sais pas si on peut accuser quelqu'un d'avoir détourné de l'argent qui sert déjà à construire une résidence finie à 95%. Non. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du travail que nous faisons et qui estiment qu'ils peuvent donner à notre travail une connotation de leur obédience
afin de diminuer la crédibilité du gouverneur au sein de l'opinion. Mais bon, la meilleure façon pour moi de répondre, c'est de donner suite au programme qui a été donné. Mais vous pensez qu'il y a une explication à ces accusations de détournement? Parce que je voudrais un peu revenir sur ce qu'il est en train d'évoquer. On parle de détournement des pratiquement 2 tiers du montant alloué à ces travaux, en principe qui devrait débuter depuis septembre 2019 pour prendre fin 3 mois après. Mais on est en 2021 aujourd'hui et on parle encore de ces travaux de réhabilitation de la résidence. Il s'agit oui, le retard d'action, notamment pour la résidence. Le retard est lié au fait que l'entreprise que nous avions sélectionnée pour réaliser ces travaux avait passé la commande de certains matériaux. Et d'ailleurs, on parle des marchés de gré à gré. Oui, mais qu'on me dise que le marché des gré à gré n'est pas légal. Si c'est légal, qu'on vérifie seulement si les conditions de légalité ont été respectées. Et la conditionnalité essentielle dans un marché à gré, c'est tout simplement de nous assurer qu'il n'y a pas eu un avis de non-objection. Et pour moi, toute la procédure a été respectée et qu'à partir de ce moment-là, je ne me reproche de rien. Et ces accusations, pour vous, ont-elles une explication? L'explication est simple, c'est tout simplement de la politique de haute loi que je menais. L'autre question... Je n'aime pas trop dire ça, mais malheureusement, je suis obligé de le dire parce que si vous regardez bien quel type d'acharnement il y a derrière cette affaire, ça vous donnerait une idée, et surtout quand vous regardez les porteurs de ces accusations, vous comprendrez bien d'où vient... J'allais dire une chose, c'est par rapport à ce dossier, je crois qu'on va finir le dossier par là, il y a une plainte qui est rédigée par les organisations de la société civile notamment. Tirez au clair cette affaire, est-ce que vous allez vous présenter devant le juge? Si je suis invité, je me présenterai. Je n'ai aucune crainte. Pour autant que je n'ai pas détourné. 2, j'ai toute l'explication juridique et administrative à ce que je fais. Il est de bon droit, et c'est même la démocratie, que par devoir de rédévabilité, je me présente si ceci est requis. Donc, monsieur le gouverneur, selon vous, toutes les accusations selon lesquelles vous et la société Master Info, qui avait gagné le marché de construction du bâtiment jumelé, auraient détourné près de 300 000 $, sont fausses. Bon, écoutez, sauf si Master Info dit n'avoir pas reçu l'argent, en ce qui me concerne, je payais cette somme conformément au pouvoir qui est le mien et conformément à ce qui est requis par rapport à la procédure en la matière. Donc, Master Info, à mon avis, est en train de réaliser les travaux et aujourd'hui, ils sont avancés pratiquement à 90-95%. Je considère que de l'engagement que j'ai pris avec Master Info, à la rentrée parlementaire prochaine, nous serons probablement en possession de la résidence. Mais je ne suis pas l'avocat de Master Info. Moi-même, je me plains du retard. Parce que le premier bénéficiaire de cette résidence, c'est le gouverneur. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis gouverneur. La province n'a déboursé même pas un seul franc pour le logement du gouverneur, qui habite dans une résidence privée. En contrepartie, 0 franc payé. Mon vice-gouverneur, il habite dans sa résidence privée. La province ne paye même pas 1 franc. Contrairement, encore une fois, aux allégations portées dans vos réseaux sociaux. Je suis en mission à Kinshasa. Je me loge. Je circule dans un véhicule privé, qui est mon véhicule privé. Tout ça parce que j'ai la volonté de faire quelque chose pour permettre à la province de décoller. Et je souhaiterais que ceci ne soit pas l'affaire du gouverneur. La province n'appartient pas à Piémé. La province appartient aux Kasaïens. Ma préoccupation est que les problèmes que Piémé rencontre en tant que gouverneur soient également les problèmes de tous les Kasaïens. Qu'on ne dise pas que c'est bon quand c'est bon, c'est pour tous les Kasaïens, et quand c'est mauvais, c'est Piémé l'auteur. Donc, je suis capable d'affirmer
la main sur le cœur que moi j'ai payé à Master Info l'argent dont il avait besoin pour la construction de la résidence, et Master Info a exécuté les travaux jusque-là pour le montant que je lui ai donné. Parlez-nous de la vie des habitants de Tchika passant le pont. Comment ça se passe là? C'est très difficile. Il est bien évident que au lendemain de l'effondrement du pont, j'avais pris la décision de déplacer le bac qui était destiné à une autre rivière et de le placer à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, la traversée pose beaucoup de problèmes. Nous sommes en train d'organiser les traversées, mais il faut savoir que la demande est très forte. D'où d'ailleurs mon séjour de Kinshasa aujourd'hui. J'ai rencontré le responsable de l'office des routes que nous avons désigné pour nous réparer le pont le plus rapidement possible. Et là-dessus, je remercie beaucoup le président de la République qui a instruit le gouvernement pour que très rapidement les FONER mettent à notre disposition de l'argent afin de réparer le pont. Donc, avec la contrainte de limiter les dépenses aux strictes urgences, il y a 48 heures, j'ai rencontré l'inspecteur général des finances qui sert de visa pour valider les dépenses urgentes. Aujourd'hui, je peux affirmer avec la main sur le cœur que les travaux vont commencer très bientôt. Et la souffrance pourra prendre encore combien de temps? Bon, vous savez que je ne suis pas technicien. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre en place les mécanismes pour solutionner les problèmes. Et je crois que nous, de notre côté de politique, nous avons solutionné le problème. Il reste maintenant aux techniciens de nous dire quand est-ce que cela sera mis en place. Quel est l'état, je vais un peu revenir en arrière, de la cohabitation entre les populations loubaphones et celles non loubaphones actuellement après la vague? Après la vague, parfait, ça fait partie de grands acquis de mon gouvernement. Car à mon arrivée, il y avait une très grande méfiance. Et laissez-moi vous dire que moi, je suis issu des deux communautés, loubaphones et non loubaphones. Et ça a été pour moi un atout pour arriver à convaincre de part et d'autre les communautés à dialoguer. Grâce à la MONUSCO, nous avons mis en place un processus de pacification. Ce processus a abouti à une structure qu'on appelle Boupolé. Boupolé, ça veut dire paix en Tchelouba. Et cette structure est en train de se mettre en place. C'est une structure de dialogue dans laquelle les deux tendances prennent le temps de se parler avant, pendant ou après les conflits. Donc là où il n'y a pas encore de conflit, les signes qui s'annoncent de conflit sont appréhendés et solutionnés. Quand le conflit est né, nous prenons le temps, avec les mécanismes de Boupolé, de mettre en place le dialogue pour endiguer les difficultés, pour résoudre les difficultés. Et quand les difficultés sont résolues, nous mettons en place les solutions pour assurer la cohésion sociale. Et je crois que c'est une structure très intéressante. Il est de notoriété publique que les communautés pour en majorité locataires du Tchelouba ont déposé leurs armes. Qu'en est-il d'autres groupes de miliciens comme les Banamoura d'expression Tchokwe et Ekiri Mbembe? Je peux vous assurer aujourd'hui, et c'est là, je l'ai dit encore, l'un des acquis. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce que le gouverneur Piémé a fait pour faire partir le seau de maïs de 18 000 francs à l'époque, ça faisait à peu près 14 $, à l'époque, quand je suis arrivé aux affaires, à aujourd'hui 3 $. En fait, justement, c'est parce que tous ces groupes non identifiés, ce sont des groupes criminels, non identifiés, mais qui sont des groupes non contrôlés non plus, ont fini par avoir confiance dans la politique du gouvernement. Et quand vous allez du côté des loubaphones, on a parlé de Mbaou Nkanka, on a parlé de Mukombozi, tous ces gens ont rendu des armes. Et aujourd'hui, ils sont lancés dans une politique d'exploitation agricole, grâce à l'accompagnement également de la MONUSCO. Même du côté des autres forces négatives,
que vous avez citées, également, nous avons noté une très très bonne évolution qui fait qu'aujourd'hui, les terrains qui étaient occupés par des forces armées, aujourd'hui sont occupés par les produits agricoles qui alimentent la ville de Chikapa, au point qu'un seau de maïs est parti de 18 000 francs à 5 000 francs. Et d'ailleurs, à mon arrivée aux affaires, le défi que la population m'avait lancé, quand je suis descendu, ils m'ont donné un seau. Si vous regardez les images de ce jour, ils m'ont donné un seau où ils avaient écrit 500. En fait, c'était pour symboliser les 5 000 francs. Et pour moi, cette victoire, que beaucoup ne veulent pas reconnaître, est une victoire, est une réponse à une préoccupation qui avait hanté mon esprit à la fin du régime de Joseph Kabila vers le régime Tshisekedi. On disait à Joseph Kabila qu'il construisait les routes, mais les gens mouraient de faim. Et moi, aujourd'hui, non seulement je me bats pour construire les routes, mais ensuite, j'ai déjà un résultat à mi-mandat. Aujourd'hui, personne ne peut me contester l'actif d'avoir réduit au tiers le prix de maïs dans la ville. Plus que ça, je ne vois pas. Et un gouvernement a pour vocation de veiller au bien-être de la population. Et le bien-être, c'est d'abord le manger. Mais des dernières questions, monsieur le gouverneur. Politiquement, on doit vous considérer toujours du PPRD? Oui, vous savez, je suis gouverneur de province. La réponse est claire. Je souhaite la définir clairement. Je suis gouverneur de province. Au même titre que le président de la République n'appartient plus au PPRD, et plutôt à l'UDPS. Moi non plus, je n'appartiens plus à un parti politique. Mais il faut savoir que mon pouvoir émane de mon appartenance au PPRD. Ça, c'est clair. Mais maintenant, par rapport à mes fonctions du gouverneur de province, j'ai reçu instruction du président de la République qui m'a dit qu'il faut que je mette en place la politique de l'union sacrée. Donc, par rapport à mon engagement en tant que gouverneur de province, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me demander si j'appartiens à l'union sacrée ou pas. Non, parce que je vois venir... C'est aussi un camp politique, même si vous ne voulez pas le dire. Il n'y a pas... Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit cela. Sinon, alors, c'est que le président de la République ne s'est pas bien exprimé. Il nous a demandé de mener une politique non partisane. Il est bien évident que demain, ça pourra se transformer en mouvement politique, peut-être. Dieu seul sait. On se prononcera en ce moment-là. Mais pour moi, aujourd'hui, je fais la politique de l'union sacrée telle que instruite par le président. Ma dernière question, quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec Évariste Bochab, qui est présenté comme votre mentor? Bien, Évariste Bochab a été mon mentor. C'est l'homme qui m'a formé en politique. Et il l'est toujours. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que je n'ai contesté jamais le fait que j'ai été encadré par cette personnalité. Et aujourd'hui, je suis aux affaires parce qu'il a porté ma candidature au sein du FCC et que j'exerce les fonctions de gouverneur de province désormais sous le leadership du président de la République qui, lui, a une vision de l'union sacrée. Donc, Dieudonné Piémé est membre de l'union sacrée? Écoutez, si vous considérez l'union sacrée comme organisation politique, oui. Mais moi, je considère l'union sacrée comme une approche de gestion. Alors, si c'est une approche de gestion, on ne peut pas considérer ça comme une organisation. Attendons que l'organisation se mette en place. Ainsi, chacun va se prononcer. Donc, ne me demandez pas d'appartenir à une structure qui n'existe pas formellement. Alors, j'ai eu une préoccupation, j'avais en tout cas, en ce qui concerne la cohabitation. C'est des questions aussi essentielles en dehors des questions liées à la politique. Parlant de la cohabitation entre les communautés du Kassai, il n'y a pas longtemps, un atelier s'est tenu ici, une grande conférence où il y avait des chefs coutumiers qui représentaient un peu beaucoup des tribus du Kassai. Qu'en est-il aujourd'hui des résolutions prises, sinon l'application des résolutions prises ici sur le terrain?
La conférence entre le Kasaï, la Kasaï centrale et le Kasaï. Bon, nous attendions plutôt le développement plutôt la phase de mise en œuvre qui devait se tenir au mois d'octobre, pas au mois d'octobre, plutôt au mois de décembre, je crois, au Kasaï. Mais à la suite du bouleversement politique et du séisme politique qui a eu lieu dans notre pays, il n'a pas été possible d'organiser ceci. Nous pensons que ce n'est que partie remise. Nous croyons en la paix. Et pour nous, les décisions prises ainsi que les recommandations prises au niveau des Kananga doivent s'exécuter. S'il y a des contestations, s'il y a de ressentis par rapport à ces résolutions, il y a des voies de droit. Je suppose que nous sommes tous civilisés pour que nous puissions les suivre. Okay. Merci le gouverneur. Bêtises polémiques et assez qu'on se rajeunir. D'unité à Congolais, Totier Wapio. Pas chroniqueur, tout déshonoré, presse congolaise. Pas journaliste, tout écrasé, déontologie à Moussala. Oyozolo.